So, okay, I think we can start. Bonjour à tous. Je m'appelle Peschke. Je suis directeur technicien à 4D Allemand, and that's all I wanted to say in French, because I'm from Germany and it's much easier for me to. En fait, je viens de l'Allemagne, il est beaucoup plus facile pour moi de parler en anglais. Donc, je voulais parler de V13, de V13 et les mises à jour, des centaines de mises à jour, qui. Est-ce que tout le monde entend le microphone? Vous entendez? Vous entendez? L'interprète est en train de parler. Est-ce que vous entendez l'interprète? Monsieur, vous entendez? OK. Et vous travaillez déjà avec V13? Merci. Donc, ce que nous voulons faire, nous voulons avoir... outside of records. Et vous voulez parler de l'amélioration des centres de maintenance, des centres de sécurité et les RPCU d'imprimante avec SPS. Si vous participez demain, on peut parler des box et les nouveaux événements et l'excès de structure. Mais tout ceci sera pour demain. Donc, si vous avez une conversion d'une base de données de 2004 ou qui remonte plus loin de 2004, il s'agit d'une grande conversion. Pourquoi une grande conversion? Parce que avec la version 11, le moteur de base de données a été nouvellement rédigé. Donc, les versions qui remontent à 204 ou à plus loin, il s'agit là d'une grande conversion. Si vous avez une conversion depuis V11 ou V12 ou V13, il s'agit d'une petite conversion parce que la rédaction a été faite de V11 et le V12 et V13 ont été déjà rédigés. Il s'agit là que de petites reconversions. Par exemple, de 6.7 ou 6.8 à titre d'exemple. Mais il y a une seule manière de bien convertir une base de données correctement. Mais pour moi, il y a une seule manière qui soit vraiment appropriée à mon avis. Tout d'abord, si vous regardez des plus vieilles versions de 6.8 à 2004 ou 2003, il faut au moins convertir jusqu'à 2004, pas directement à 2011. Et il faut prendre des outils de 2004, mais de réparer et de compacter, pas simplement les fichiers de données, mais les fichiers structurels. Et si cela marche, au moins, vous avez la fondation. Il ne faut pas uniquement vérifier. Si vous faites une vérification, c'est une rédaction rapide, mais pas bien faite. Donc, s'il y a des problèmes concernant la structure qui ne peuvent pas... s'il y a des problèmes avec les structures, il faut se servir de 4D Insider et insérer la vieille base de données dans une nouvelle base de données où il faut utiliser Sanity Check ou Data Check. Il y a eu des notes techniques de ma part il y a quelques années, comment réparer les bases de données en se servant de Insider. On pensait jamais que Insider serait un outil pour réparer les bases de données, mais c'est l'outil approprié et si vous vous en servez, les erreurs n'existeront plus. Et tout ce que j'ai dit jusqu'à présent et beaucoup plus, vous pouvez trouver dans un bon document, vous pouvez trouver dans la version 11 SQL
il s'agit de les pages VL, V11 du centre de documentation. Et le dernier point, mais c'est pas le moins important, un dernier conseil, il faut pas passer trop de temps sur la réparation du fichier corrompu. Et il faut exporter les données de 2004, il faut les convertir à 2012-2013 et ensuite réimporter après. Et à la fin de ce processus, il y a des exigences de système. C'est plus simple maintenant parce que c'est la même chose pour les deux plateformes. Nous avons un minimum d'informations, un minimum de 2 gigabits RAM. Le RAM ne coûte rien. On peut remplacer le RAM que par le RAM. La résolution de l'écran, c'est OK. Windows, en fait, il faut Windows ou Vista XP ou Vista W7. Et pour le côté Macintosh, il faut 10, 6 ou 8 ou plus. La seule chose, c'est que si vous servez de XP, il y a des choses où le V13 n'a pas intégré toutes les techniques comme XPS, où le système VAP n'a pas été intégré non plus. Et ceci n'a pas été appuyé par XP, c'est simplement appuyé par Vista ou des systèmes plus sophistiqués que Vista. Donc, première chose, jusqu'au V2004, les grandes données, c'est un blog, une image ou du texte. Et il faut insérer le record. Et ensuite, il y avait une nouvelle occasion, mais je vais vous en parler plus tard, parce qu'il y a des temps de changement, de chargement plus lourds, des temps de transmission plus lourds. Et il y a une astuce, on peut traiter de 1 à 1. Est-ce que quelqu'un a fait ceci de 1 à 1? Juste une personne pour extraire les bonnes données, les grandes données. Eh bien, il faut charger ou télécharger les données importantes. Mais avec V13, les grandes données sont toujours stockées au-delà à l'extérieur du record, pour ainsi dire. Et vous voyez le fenêtre de dialogue sur l'écran. Et vous pouvez définir, vous enregistrez les données à l'extérieur du record, mais vous pouvez définir si le record est à l'extérieur. Si c'est à l'extérieur, vous pouvez déterminer si l'information est à l'extérieur du record et à l'extérieur du fichier de données. Et au-delà, vous pouvez définir quelle taille de données externes vont stocker à l'intérieur ou à l'extérieur. Est-ce que vous avez... donc j'ai 2 mégabits, je vais les stocker à l'extérieur. C'est plus rapide c'est plus rapide de le faire passer, de plutôt avoir un accès sur le disque. Donc, c'est une relation automatique et la raison sous-jacente, c'est pour faire en sorte que les questions, les recherches sont plus rapides et qui ne servent pas d'index ou une question multiniveau ou des questions cycliques. Et dans ce cas-là, les seuls changements sont le grand record, pour ainsi dire, l'enregistrement
principal. Donc, il y a un changement avec le réseau et ce qui a aidé avec version 11, 12 et 13 qui a permis un enregistrement plus rapide. Si vous avez besoin des anciennes astuces de 1 à 1, et en fait, il faut vérifier, il faut le comparer aux vieilles données. Pas simplement les données que vous avez, mais les données qu'ont le client également. Donc maintenant, on va regarder de plus près le premier exemple. Oui, le voici. Le premier exemple est une base de données images. Je ne vais pas me servir de l'ancienne astuce ici parce que j'ai le champ de l'image ici. Et l'objectif est d'extraire les images d'une caméra sur le bureau et d'intégrer ces images dans l'application de la base de données. Donc, on va maintenant regarder le package, le logiciel, si vous voulez, de cette application. Et ce que nous voyons, c'est que nous avons déjà des images que nous voulons. On voit l'image X qu'on veut faire rentrer dans la base de données. On va le faire. On va prendre l'icône ici. Je suis désolé, il y a un petit pépin, c'est celui-là qu'il faut. Et maintenant, on devrait avoir l'enregistrement dans la base de données. Et encore une fois, ça a marché cette fois. Voilà les images à l'intérieur. On l'a fait avec le matière drag and drop, pour ainsi dire. Le glissement est tombé. Et ensuite, on voit que c'est... Est-ce que c'est suffisamment important pour que vous puissiez le voir? OK, vous le voyez sans problème? OK. Et voici beaucoup de choses. On se sert du copier-coller. Voilà la technique que vous avez eue avec le V11 ou V12. Vous pouvez détruire ces codes et prendre un code plus moderne. Et vous pouvez le déplacer jusqu'à là-bas. Donc, j'ai trouvé ce code moderne. Et le glisse est tombé. En fait, on le voit sous le drag and drop. On l'a mis ici. Et on fait en sorte que toutes les images soient extraites du pasteboard. Et on voit le fichier de l'image qui est nouveau. Plus d'opérations sur l'écran pour extraire à la fin du sentier le nom de l'image. On le met ici. Et on voit la taille de l'image ici. On peut le sauvegarder également. Et ceci est le code moderne qu'il faut pour le faire. Ensuite, nous voulons vous les images à l'intérieur.
En fait, je voulais les détruire, vous montrer le nouveau code, mais il faut gagner du temps pour l'exposer. Nous avons 4 enregistrements là-bas. Maintenant, il nous faut le centre de maintenance et de sécurité. Et vous voyez que nous avons un filtre, un fichier d'entête avec son nombre de mégabits. C'est beaucoup pour 4 images. Et il faut beaucoup de chargement sur le réseau pour cela. Ensuite, nous avons le fichier structurel ou le fichier de structure. Nous voulons extraire les images de la base de données. Et vous voyez qu'avec le V13, dans chaque cas, comme avec, il faut prendre les grandes données. Donc, c'est à l'extérieur de l'enregistrement, mais à l'intérieur du fichier de données, il faut maintenant extraire les images du fichier de données également. Donc, j'ai préparé une méthode à cette fin. Donc, la méthode pour stocker de manière externe, on va le regarder un peu plus près. Et lorsqu'on regarde tous les enregistrements, je regarde avec mon fichier, je intègre toutes les images dans le fichier de base de données et je détermine le sentier de données externes. Je vais indiquer où l'image externe peut être trouvée. Et ensuite, je fais un changement, comme dirais-je, c'est un faux changement. C'est ce changement de sentier pour le fichier externe. C'est comme un coup d'essai, pour ainsi dire, le changement. Et on voit avec cette méthode que les enregistrements sont toujours là, les images sont toujours là. Et si vous regardez le centre de maintenance et de sécurité, et ils sont partis également. Et maintenant, on va remonter un peu dans le temps. Et ce qu'on voit, j'ai un fichier et j'ai nommé ce fichier image externe. Et voilà les images qu'on a vues avant. Donc, j'ai programmé à l'extérieur du fichier des données. Si maintenant, on devrait comprimer le fichier de données afin d'épargner de l'espace. Bon, j'ai pas besoin de rentrer dans les détails, mais il faut pas renommer ce fichier. Ça peut être un pépin plus tard parce que ils se servent tous des 6. On peut les détruire. Si vous renommez fichier image externe comme image interne, votre base de données ne va pas être à même de trouver ces images. Et donc, ça va être, vous êtes vraiment dans le pétrin. Ensuite, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que si nous détruisons tous les enregistrements ici, nous avons base de données vide, mais les images extérieures sont toujours là. Si vous détruisez les images à l'intérieur de la base de données, il faut les également, c'est votre responsabilité de détruire les images dans le fichier de données. C'est pas un processus automatique, il faut le faire manuellement vous-même. Je reviens aux diapositives maintenant. Et qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc, le backup et le processus de rotation marchent également pour les données externes.
si vous avez un processus de restauration et vous intégrez le fichier de variage, tout est stocké. Par exemple, si quelqu'un détruit par accident, vous n'avez qu'à restaurer. Donc, la reproduction et la synchronisation peut se faire entre plusieurs bases de données, vous pouvez le faire. Et ce qui est très important, c'est dans ce cas-là, il n'y a pas de recherche pour d'enregistrement. Pourquoi? C'est très simple. Il n'y a pas d'enregistrement à l'extérieur de la base de données parce qu'il s'agit de fichiers externes. Et ce qui peut se passer, c'est qu'il n'y a pas de verrouillage d'enregistrement automatique. Donc, si vous voulez faire quelque chose avec les images sur les disques, il faut faire attention en se servant des sémaphores, par ainsi dire, ou par exemple une application externe qui change votre image. Vous voulez changer l'image. Comment est-ce que vous pouvez savoir si l'application externe a déplacé l'image? Donc, il faut changer ou télécharger l'image qui peut être modifiée actuellement ou à ce stade. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites une comparaison entre les images. OK. Le premier point important, c'est de vous servir des sémaphores. OK. Vous vous servez des sémaphores et vous pouvez vérifier si les images sont égales. Et si vous n'avez pas eu l'image avant, si vous avez les images juxtaposées, vous voyez s'il y a un changement entre l'image externe et interne. Et vous pouvez faire une comparaison entre la taille. Donc, si vous scindez les images, c'est pas une bonne chose. Avec Apex, c'est pas la même chose parce que avec la même image, vous avez les taux de compression différentes. Et dans le troisième cas de figure, vous avez la même taille, mais d'autres complexités. Vous pouvez voir si vous avez du noir et brun, donc l'image est parfois la même, toujours parfois une variation au niveau des pixels. Est-ce que lorsque les images sont égales, est-ce que le résultat de fonction est le même? Il faut faire attention. Il ne faut pas trop vous confier au système. Il faut effectuer une vérification. Et encore une fois, je vous exhorte de vous servir des sémaphores. Les améliorations pour le centre de maintenance et de sécurité, vous avez le V13. Vous pouvez effectuer une comparaison des tables d'adresses, des registres d'adresses. Ceci est possible en 2004 et même auparavant, mais vous ne savez jamais quand ceci a été effectué parce que ça remonte trop loin. Vous ne savez pas quels fichiers ont été détruits. Vous savez ce que cela a été fait. Mais pour éviter des problèmes ici, nous avons évité le compactage de la table d'adresse et avec le V13, nous avons intégré le compactage si vous en avez besoin et si vous pouvez exercer un contrôle sur le compactage. Normalement, pour le fichier de données, vous avez tous les enregistrements juxtaposés.
par exemple, vous avez des blocs de 128 octets, mais ceci pourrait changer à l'avenir, on pourrait l'optimiser à l'avenir. Et en raison de la dynamique avec les champs qui, pour les blocs, les images et les textes, les blocs, les images et les textes, un champ pour remplir un bloc, 2 blocs ou 3 ou même 3,5. Et donc, vous avez une forme de fragmentation parce qu'il y a des trous et il peut y avoir une fragmentation dans votre base de données. It looks. Donc ça ressemble à ça. Vous voyez les enregistrements côte à côte, la table d'adresse et pas de confusion entre les enregistrements et la sélection. Et donc un set tout à fait valide et clair à droite avec les bons chiffres. Et donc, vous créez des enregistrements au jour le jour, vous pouvez les effacer, vous pouvez en créer. Et vous aurez de plus en plus de fragmentation. Si vous créez de nouveaux enregistrements, eh bien, ils prendront la place de ces trous et rempliront ces trous entre les fragmentations. Donc, le fichier de données se fragmente. Et donc, voilà ce que ça peut donner. Si vous compactez la table d'adresse en utilisant l'ancienne manière, eh bien, donc vous retrouvez tout côte à côte, mais la table d'adresse n'est pas compactée, elle. Et donc, il y a confusion avec les pointeurs. Et voilà ce que ça donne. Et problème de vitesse, sans doute. Par contre, en compactant la table d'adresse de la bonne manière, de la nouvelle manière, la table d'adresse est optimisée, pas d'éléments vides, pas de confusion avec les enregistrements. Alors, très bien, mais par contre, le set n'est plus valable. Pourquoi? Je vous l'ai déjà dit. Parce que le set, en fait, se base sur les numéros d'enregistrement et les numéros d'enregistrement ont changé. Et donc, vous n'avez plus de set valide et vous n'avez plus de fichiers de sauvegarde valables. Alors, vous vous dites, mais j'ai compacté ma table d'adresse. Mais vous savez que votre set n'est plus valable. Et vos fichiers de sauvegarde non plus. Donc, il faut recréer vos sets. Et donc, est-ce que vous vous demandez si ça en vaut vraiment la peine pour avoir une vitesse accrue? Alors, un petit échantillon de cela. Donc, dans cet exemple, ici, dans cet échantillon, vous avez une structure très simple avec des notes, du texte. Alors, c'est ma faute. Là, je me suis trompée. Mais Alors, je vais vous raconter un petit peu l'histoire de ma vie pendant que je crée les enregistrements. Alors, j'ai le mauvais échantillon sur mon bureau. En principe, les enregistrements devraient se trouver à l'intérieur. Ils n'y sont pas. Alors,
Alors, cela dit, tous mes exemples échantillons se trouvent sur la clé USB qui vous a été donnée, donc vous pourrez les retrouver tous avec une description pas à pas et l'utilisation que vous pouvez faire de ces échantillons. Donc, vous pouvez vous amuser avec ça chez vous et voir comment cela fonctionne. Alors, je vais m'arrêter. Celui-ci, oui. Alors, terminé. Alors, je vais recommencer une fois pour avoir un cache plus net. Nous avons maintenant près d'1 million d'enregistrements. Et j'ai une méthode qui recherche. Donc à peu près 4 secondes ici. Vous voyez le temps en millisecondes. Si vous le faites une deuxième fois, vous verrez donc 400 millisecondes. 10 fois plus rapide que la fois précédente. Et c'est une base de données nouvellement créée. Ce que nous allons faire maintenant, nous allons effacer certains enregistrements. C'est fait. Nous allons maintenant redémarrer l'application pour avoir un cache propre et relancer la recherche. Et vous voyez ici, beaucoup plus rapide, 1 seconde. Et là, beaucoup plus rapide avec le nouveau cache. À peu près 1 seconde. Alors, ça n'est pas plus rapide en raison de la fragmentation. Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons compresser le fichier de données. Le fichier de données doit être compacté. On le voit au signal d'alerte en jaune. On compacte. Donc, option avancée et compactage simple comme avant. Voilà. Nous voulons redémarrer le fichier de données compacté à l'ancienne, suivant l'ancienne méthode. Donc redémarrer et essayer la méthode de recherche à nouveau et nous verrons quel est le niveau de performance. Alors, pas terrible pour l'instant. Non, mais ça ne quitterait pas avant que le compactage ne soit fini. Alors, regardons maintenant le temps de recherche. Alors, rien de changé, mais le fichier de données est plus petit maintenant. Alors, je ne sais pas combien on avait de gigaoctets auparavant, mais on en a sans doute beaucoup moins maintenant. Alors, voilà, en changeant le cache, on a le même temps de recherche que la fois précédente avec l'ancienne méthode. Alors, où est le problème? Le problème, ce n'est pas le compactage du fichier de données. Le problème, c'est ce qui n'est pas compacté, ce qui est fragmenté. Parce que tous ces éléments vides, le problème, c'est qu'ils perdent du temps à regarder dans les éléments vides. Et ils passent au suivant.
et il ne le trouve pas, il passe au suivant, etc. Et il y a tant de comparaisons qui sont faites que ça ralentit le processus. Que faire? Nous utilisons la nouvelle méthode de compactage, donc compacter la table d'adresse cette fois-ci. Donc je fais OK. C'est beaucoup plus rapide cette fois-ci, vous voyez. Je redémarre. Alors, bon, parfois ça ne marche pas. Hein. Alors, mais faites-moi confiance si je vous dis que on en est maintenant à quelques dizaines de millisecondes en termes de recherche. Alors, c'est dommage, ça a planté, ça arrive. Ce que je voulais vous montrer, réfléchissez. Est-ce que vous avez besoin de cette vitesse accrue? Si vous en avez besoin, eh bien vous recréez le set et vous démarrez avec une nouvelle sauvegarde. Si vous ne pouvez pas avoir cette accélération de performance, eh bien, vous utilisez l'ancienne méthode de compactage. Sinon, vous compactez la table d'adresse et là, vous gagnez considérablement en performance et en rapidité. Alors, combien de temps me reste-t-il? Alors, je vais en venir au XPS. Alors, XPS... Alors, commençons avec un Mac. Avant OS X, quand on était à OS 9, OS 8 et même avant, il y avait un aperçu qui venait de la boîte d'outils Altura. Depuis OS X, eh bien, nous avons un aperçu d'impression en PDF. C'est natif, ça vient du système d'exploitation et c'est un standard pour toutes les applications Mac. Sous Windows, c'est un petit peu différent. Alors, il n'y a pas de création PDF intégrée à ce qui est existant. Vous pouvez installer un driver d'impression. Alors, actuellement, c'est un PDF Creator, donc sous Windows, il y a un XPS standard pour plusieurs versions de Windows et pour les applications Windows. Alors, qu'est-ce que c'est que XPS? Eh bien, XPS, en fait, c'est l'abréviation de XML Paper Specification. C'est un langage XML de description de page, un format qui peut intégrer des données vectorielles comme SVG. C'est indépendant de toute plateforme. Ça a été développé par Microsoft à l'origine, mais le standard, c'est ECMA 388, aussi appelé Open XPS. Alors, quel système d'exploitation Windows peut soutenir cela? Eh bien, c'est pris en charge par Windows 7 et 2008 Server, aussi par Vista. Et si vous utilisez Vista,
c'est hébergé dans Internet Explorer. Il n'y a pas d'autre façon, en fait, de procéder sous Vista. Et sous Windows XP et sur le serveur 2003, généralement, on ne peut pas l'intégrer au système aisément, donc il faut le cadre .NET 3.0 dans Internet Explorer. Mais la question est sur l'ordinateur d'un client, est-ce que vous allez installer .NET Framework? Pas évident. Alors maintenant, jetons un coup d'œil sur des échantillons, des exemples d'aperçus d'impression XPS. Alors là, nous avons une liste avec des informations sur les pays. Nous voulons un aperçu d'impression. Il suffit d'appuyer sur ce bouton. Peu importe l'imprimante que vous choisissez, peu importe. On clique sur OK. L'aperçu d'impression est activé. Et si on fait imprimer... Mais j'ai commencé 5 minutes plus tard. Voici l'aperçu d'impression XPS et voici le document. Alors, vous pouvez faire défiler les différentes pages. Vous pouvez zoomer. Vous pouvez visionner une seule page. Désolé, c'est en allemand. Mais vous pouvez avoir le plein écran ou ce type de vue. Vous pouvez l'imprimer, etc. Et vous pouvez également faire une recherche à l'intérieur du document, comme dans un document PDF. Comment est-ce que cet aperçu d'impression fonctionne? Avant OS X, alors la boîte d'outils Altura pouvait nous fournir un aperçu d'impression et nous pouvions décider si on voulait imprimer ou non. Ça n'est plus possible pour PDF et pour OS X ni pour XPS sous Windows. Vous allez imprimer tout le document qui va être créé sur le disque. Et ensuite, cela s'ouvre dans l'application d'aperçu d'impression, sous PDF dans OS X ou sous XPS en Windows. Donc, cette méthode facile vous permet Alors, c'était la même chose avec PDF sous Mac. Donc, vous voyez la même chose, en fait, avec différentes technologies sur des plateformes différentes. Alors, où sont les documents? Eh bien, les documents sont stockés dans, vous voyez, sous Windows 7, Vista ou 2008, User App Data Local, et sous XP et 2003, dans Documents, Utilisateurs. Il est suivi par des dossiers spécifiques, donc aperçu d'impression, print preview, document.xps. Alors, si vous voulez changer le nom des documents, le nom standard dans la liste d'attente de l'imprimante, qui donc est indiqué si vous regardez la liste d'attente. C'est aussi dans la barre de titre du lecteur XPS. Et vous pouvez fixer l'option impression, option non document à imprimer.
Alors, vous avez les nouvelles commandes, lire aperçu impression et en aperçu impression. Si l'aperçu d'impression a été fixé par l'utilisateur, alors que vous imprimez, vous pouvez savoir si vous êtes en aperçu d'impression. Alors, le pour et le contre. Les avantages, c'est qu'il n'y a plus de problème de licence. Alors, je ne sais pas comment ça se passe en Allemagne, mais en France, pardon, mais en Allemagne, vous n'êtes pas autorisé à livrer un créateur de PDF. Il faut qu'il soit installé côté client. Donc ça, c'est un... Mais c'est la même chose que si vous travaillez sous PDF, sous Windows. Alors, quel produit 4D utilise XPS? Eh bien, pas 4D Draw, pas 4D Chart. Alors 4D Draw parce qu'il est en fin de vie, 4D Chart parce qu'il est obsolète, et pas 4D Write ni 4D View. Ça, c'est dommage. Mais ma dernière démonstration constituera à vous montrer une petite astuce pour pallier cela. Vous voyez, ça ne plante plus. Alors, je veux lancer mon aperçu d'impression. Aperçu d'impression. Je vais imprimer mon XPS. Et voilà mon document. Et là, voilà, je peux parcourir mon document. Comment ai-je fait cela? C'était très simple. Alors en principe, c'est plus, ça s'affiche en plus grand. Alors là, rien de très nouveau. Préparation de l'impression. Donc la zone hors écran. Document existant sur le disque dur. Donc paramètres d'impression. Et si l'utilisateur ferme la fenêtre de dialogue d'impression... Non, pardon, je recommence. Donc, paramètres d'impression. Alors, tous les paramètres, tous les réglages que nous avons fait avant, tous les paramètres que nous avons programmés auparavant sont valables. Et ça n'a pas d'importance ce que vous allez imprimer à l'intérieur de la tâche d'impression. Je ferme ma tâche d'impression et vous voyez que là, je peux très facilement avoir un aperçu d'impression XPS. Alors, il me reste 1 minute peut-être pour prendre quelques questions. Oui. Attendez le micro, s'il vous plaît. Question posée hors micro.
Alors, la question a été posée hors micro. La réponse est affirmative. Alors, la question était, si je l'ai bien comprise, dit l'intervenant, peut-on vous regarder le document avant de l'imprimer? Alors, je vois les standards XPS qui sont très bien. Mais alors, c'est enregistré sur le disque dur. Mais peut-on en faire un fichier PDF? XPS est très pratique. Mais si je veux l'envoyer par email, par exemple, alors j'ai un aperçu, c'est super pour l'impression, mais pour l'envoyer par mail ou autre, pour les utilisateurs de Linux, par exemple. Oui, je comprends. Alors, en principe, ce n'est pas le but quand on utilise XPS. Bien sûr, tout le monde utilise PDF pour envoyer par email. Mais vous pouvez également envoyer votre document XPS. Il faut juste que le destinataire l'ouvre avec une visionneuse XPS. Mais ce n'est pas l'objectif. Si vous le faites, bien sûr, utilisez un créateur de PDF, comme avant. D'autres questions, peut-être? Merci.